Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de la saison 2 de On jase piano avec. Aujourd'hui, je suis très heureux, honoré d'avoir avec nous pour le 5e épisode Charles-Richard Hamelin. Salut Charles, merci énormément d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir, toujours content de te revoir aussi, ça fait un petit bout. Là. Ouais. On a pu se croiser quelques fois là, au cours de concours à Sorel ou dans les couloirs de conservatoire, ça nous a déjà arrivé. Même dans les camps musicaux, la Naudière. Ah oui, jadis, oui, il faut reculer pas mal, mais c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, reculer. Oui, absolument. D'ailleurs, on va reculer à tes tout débuts. J'aime ça que les invités me parlent de comment ils ont débuté le piano, quelle était la cause principale que tu as voulu mettre tes mains sur un clavier. Dans mon cas, c'est mon père. C'est tout simplement mon père qui est un pianiste amateur. Et on avait un vieux piano droit, là, vraiment pas tout croche là, à la maison. Là. Okay. Et c'est ça, quand j'avais 4 ans, il m'a donné mes premiers cours. Mm-hmm. C'est un peu tout croche parce qu'il était autodidacte surtout. Il avait d'abord essayé avec mon grand frère il y a 6 ans avant et ça n'avait rien donné. Mais là, il a réessayé quand moi j'avais 4 ans. Mm-hmm. Et ça a donné quelque chose. Et en fait, la première chose qu'il m'a montré, je me rappelle très bien, c'est le menuet en sol de Bach. Bon. Et c'est déjà 2 mains qui jouent des choses différentes. Et bon, c'est quand même complexe comme toute première pièce. Là. Mm-hmm. Avant même de à peine savoir lire la musique et faire. Bon, d'habitude, les jeunes commencent avec la musique un peu plus facile, mains séparées, tout ça. Mais après quelques semaines, j'étais capable de le jouer, avec genre de 15 minutes par jour. Je me rappelle que j'haïssais ça aussi, pratiquer mon 15 minutes. Ouais. Puis je me cachais dans la maison pour pas avoir à le faire. OK. Mais finalement, après quelques semaines, j'étais capable de le jouer. Puis là, c'est là que mon père trouvait ça encourageant. Puis là, il a donc contacté Paul Sourdulescu, d'origine roumaine. C'est un professeur qui était basé à Joliette. Il enseignait au cégep et à l'école de musique de la Naudière à Joliette. Et il enseignait déjà à une de mes cousines, donc c'était naturel d'aller vers lui. Et c'est là que ça a vraiment commencé mes études de piano avec lui. Et j'ai donc entre 5 ans et 18 ans, j'ai étudié juste avec Paul Sourdulescu. Ouais. Puis toi, est-ce que tu venais de là-bas, de Joliette? Je suis pas né techniquement à Joliette. Là. Je suis né à l'Annonciation, qui aujourd'hui s'appelle Rivière-Rouge, dans les Laurentides. Rapidement déménagé d'abord à Mascouche, mais finalement à Joliette, là, dès l'âge de 5 ans ou 6 ans, j'étais à Joliette là, jusqu'au cégep. Fait que je suis pas mal, disons que je dis que je suis joliettain. J'ai grandi à Joliette. Là. Ouais. OK. Ouais, donc, tu as fait tes études avec Paul Sourdulescu, un excellent professeur qui t'a vraiment enseigné quand tu étais jeune, adolescent, au cégep aussi, je pense, de Joliette, c'est ça? Oui, vraiment, j'ai tout appris avec Paul Sourdulescu, je dirais. C'est sûrement le prof le plus important de ma vie. Puis je trouve que souvent, on sous-estime aussi l'apport des premiers professeurs. Hein, c'est avec lui qu'on découvre la musique, qu'on développe notre base, notre technique de base. C'est sûr qu'on perfectionne l'interprétation des gestes, des choses plus tard là, quand on est adulte, mais je dois vraiment beaucoup de mon imagination, puis ma curiosité, puis ma passion à Paul Sourdulescu. Et je dois aussi le féliciter parce qu'il a mis une emphase sur la musicalité dans son enseignement, au-dessus de la technique. On ne faisait pas vraiment beaucoup de gammes puis d'arpèges. Un peu de hanon, un peu d'exercice, mais c'était surtout des pièces. Puis on trouvait des exercices dans les pièces pour rendre justement les exercices très pratiques.
parce que on voyait vraiment l'amélioration tout de suite après. Et aussi le choix des pièces. Hein. Il y avait vraiment un don pour choisir des pièces intéressantes, qui sont toujours un peu difficiles, hein, qui apportent des choses, mais jamais trop difficiles. Je trouve je vois souvent les tendances chez les jeunes, des fois qui jouent pour moi, qui clairement approchent des œuvres trop difficiles pour eux. Puis c'est autant la faute des parents, des professeurs que de l'élève. Là. Tu sais, des fois, c'est pas juste la faute de l'élève. Là. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on se développe de trouver le bon morceau. Assez difficile pour apprendre des choses, mais assez facile pour pouvoir bien le jouer. Parce que ça donne rien de jouer une pièce difficile tout croche. En fait, on développe des mauvais plis beaucoup plus que d'autres choses. Fait que voilà, je trouve que c'est ça que j'ai appris. Alors, je suis très, très content d'avoir étudié avec lui. Et ce que j'essaie de transmettre aussi à la nouvelle génération, là, quand j'enseigne ou quand justement je parle aux jeunes. Ouais. Tout à fait. Puis après, bon, tu as poursuivi ton cheminement à l'Université McGill avec Richard Raymond, quelques années, je crois, et ensuite Sarah Lehman. Qu'est-ce que m'a rendu au niveau supérieur? Donc, tu as fait ton baccalauréat là-bas. Puis après, tu es même parti à Yale faire un maîtrise ou un diplôme d'artiste. Oui, donc à McGill, en fait, j'ai eu 3 profs. Il s'est passé toutes sortes de choses là-bas. Donc, j'ai eu 3 profs. Tom Plante au tout début. Ensuite, oui, Richard Raymond. Puis j'ai terminé avec Sarah Lehman. Et Sarah Lehman, c'est elle qui m'a convaincu d'aller étudier ailleurs. Moi, j'étais vraiment parti pour continuer d'être à Montréal. J'avais ma blonde, là, j'avais mes amis, ma famille. J'avais aucune intention de partir, mais elle m'a vraiment dit qu'avec mon talent, mon potentiel, je devrais vraiment aller ailleurs puis sortir de ma zone de confort. Et je suis très reconnaissant qu'elle m'a poussé vers ça. Elle m'a recommandé l'université de Yale aux États-Unis parce qu'elle-même a étudié là-bas dans les années 90, Sarah Lehman, avec Boris Berman, qui était nouvellement professeur là-bas. Et il est encore là aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ma maîtrise là-bas. Et une des raisons principales, c'est que, bon, venant d'une famille, disons, classe moyenne / pauvre, là, je ne pouvais pas me permettre d'aller étudier aux États-Unis avec les coûts que ça coûte, hein, sans bourse. Là. Puis la beauté de l'Université de Yale, l'école de musique, en tout cas, c'est gratuit pour tout le monde qui sont acceptés. Donc, c'est une plus petite école. Hein. Il n'y a pas de gens en bas de la maîtrise, il n'y a pas de baccalauréat à faire. Donc, c'est vraiment une plus petite école de musique, mais vraiment de très haut niveau. Puis, j'ai vraiment aimé mes 2 ans là-bas. Un peu difficile au début, évidemment, une période d'adaptation, mais le niveau général était tellement élevé. Il y avait beaucoup d'élèves qui venaient de Juilliard, qui continuaient leurs études là-bas, à Yale. Donc, oui, le niveau était très haut, puis ça m'a vraiment stimulé à moi-même travailler beaucoup, puis m'améliorer. Et j'ai fait beaucoup de musique de chambre là-bas aussi. J'ai appris plein de choses sur le répertoire au-delà du piano. Hein, souvent, les pianistes, on est un peu coupable de ça. On s'intéresse beaucoup à Chopin, à Scriabine, Rachmaninoff, mais moins aux opéras, peut-être, de Mozart, ou au quatuor à cordes de Beethoven, symphonie de Mahler. Bon, c'est toutes des choses qui sont très importantes, je pense, à connaître pour développer son oreille. Puis une fois qu'on connaît mieux les opéras de Mozart, on joue Mozart mieux. Hein? Même chose pour Beethoven, c'est quatuor à cordes, symphonie. Donc, fait que c'est ça, ça m'a vraiment... ma culture, disons, musicale générale en musique classique a vraiment pris un autre niveau là-bas. Oui, non, ça se doit. Puis tu parlais de l'adaptation aussi. Bon, c'est un autre pays, c'est une autre langue. Ça doit être une autre approche aussi aux États-Unis qu'à Montréal, au Canada. Là. En tout cas, moi, je le sens aussi quand je suis allé quand je vais en France aussi, que c'est une autre approche. Là, c'est différent. Donc, il y a une adaptation à faire. Même si c'est la même langue, là, c'est vraiment différent. Puis aussi, Boris Berman, je pense que c'est un spécialiste Prokofiev, entre autres. Il n'avait pas fait des éditions critiques, je pense, des sonates. Je sais pas si tu avais eu l'occasion de travailler ça avec lui. Ben oui, hein, il est très connu pour son jeu de Prokofiev. Il a enregistré sur Chandos l'intégrale, la musique pour piano. Je pense que c'est un des seuls à avoir fait ça quand même. Il y a beaucoup des sonates complètes, mais lui a vraiment traversé tout l'œuvre. Puis les pianistes connaissent peu l'œuvre entière de Prokofiev, mais il écrit énormément de musique qui ne sont pas des sonates, hein, des miniatures, puis de toutes sortes de suites. Et les concertos aussi, là, je pense qu'il a enregistré le 1er, 4e, 5e. Fait que oui, j'ai travaillé du Prokofiev avec lui, du Scriabine aussi. Hein, Scriabine, il a joué ça aussi pas mal. Et c'est un musicien vraiment très intéressant, plus cérébral que ce que j'avais eu l'habitude d'avoir comme professeur avant. Donc, j'ai appris il y a des choses que j'ai appris avec lui, des choses aussi, peut-être aussi qui m'ont fait éloigner un peu de mes instincts. Et c'est justement en sortant de Yale que je me suis rapproché, disons, de mes instincts avec André Laplante, qui est un pianiste vraiment à l'opposé de Boris Berman, dans le sens que son enseignement
est pas cérébrale, mais vraiment plus justement dans l'émotion, puis dans la longue ligne, puis disons, revenir à la base, c'est l'essentiel qui fait que la musique est captivante. Puis ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, là, justement, d'avoir un peu ces deux aspects-là dans mon jeu, d'avoir justement essayer de développer un jeu qui est à la fois détaillé et réfléchi, mais qui se laisse aller et qui justement, c'est toujours ça le défi, c'est d'avoir la vue d'ensemble et la vue justement microscopique en même temps quand on joue. Je pense que c'est ça, les meilleurs interprètes réussissent à avoir ce genre de dilemme-là, ou je sais pas, c'est un genre de... C'est comme quasiment impossible à faire les deux en même temps, mais les meilleurs interprètes, là, je pense à, je sais pas, Dino Lepati ou Christian Zimmermann, c'est des pianistes, je pense qu'ils sont capables de faire ça. Ouais. Vraiment intéressant. Parce que, ouais, c'est ça, t'es revenu après au Conservatoire de Montréal, où est-ce qu'on s'est croisés aussi. Moi, j'étais en train de finir ma maîtrise, je pense, à Montréal. Puis, t'es venu faire C'était le concours que t'es venu faire, ou le cycle de perfectionnement. Il y avait le concours... Je pense que tu fais le concours. Puis en même temps, je pense que là, tu préparais des concours internationaux en faisant ce programme-là. Puis c'est là que tu as remporté plusieurs prix. Je pense que cette période-là, troisième prix à Séoul. Il y avait un prix aussi pour la meilleure sonate de Beethoven, je crois. Et après ça, tu as eu le deuxième prix au concours de Montréal. Puis, bon, j'en saute sûrement, là, médaille d'argent au concours Chopin, évidemment, avec le prix Christian Zimmermann pour la meilleure interprétation d'une sonate. Donc, il y a quelque chose dans la sonate que tu comprends, je pense. Donc, ouais, parce qu'une sonate, bon, c'est plusieurs mouvements. Bon, des fois, ça peut être en un seul mouvement aussi. Mais dans le cas de Chopin et de Beethoven, c'est bon, plusieurs mouvements. Donc, d'avoir peut-être une vue d'ensemble sur une œuvre, malgré les mouvements différents, les caractères différents, de réussir à avoir une vision globale de l'œuvre que ça se tienne. Ben, ça me vient à parler de ça, ces concours-là, parce que moi, tu avais un prof plus cérébral, puis souvent, c'est peut-être une approche plus américaine ou universitaire, ils font des travaux écrits, des papers, puis là, ben, ils font des analyses, fait que c'est vrai que ça devient très cérébral. Quand on compare avec les conservatoires, mettons à Montréal, où est-ce que c'est plus axé sur vraiment la performance, les professeurs, ils sont plus là pour accompagner l'élève à performer. On a moins, en tout cas, moi je me rappelle au conservatoire, on n'avait pas des professeurs de piano qui écrivaient des articles scientifiques. Là. C'est plus l'interprétation. Puis, donc, comment t'approchais ces concours-là, justement? Je pense que t'as voulu garder ce côté instinctif, de pas trop commencer à trop réfléchir à comment est-ce que les juges voudraient que tu joues, comment je pourrais dire, des fois il y a des idées préconçues, de comment on devrait jouer telle chose. Est-ce que tu te préparais d'une façon différente que pour aller faire un concert? Est-ce que t'avais quelque chose ou pour toi c'est la même chose? Go! Ben, pour les concours, pour moi, ça part de longtemps parce que j'en faisais quand j'étais jeune. Hein. J'ai commencé à faire des concours dès l'âge de 5 ans, à chaque année, vraiment presque jusqu'à 26 ans. Tu sais. Puis je suis très reconnaissant d'avoir eu la chance de faire ça, d'avoir eu l'expérience dans les concours à Joliette, à Repentigny, dans des concours très locaux, régionaux. Dans le concours à Sorel, hein, organisé par ta mère. À l'époque, ça s'appelait le Festival de musique classique du Bas-Richelieu, c'est ça. Et donc, tous ces concours-là, ça m'a donné de l'expérience vraiment qui n'a pas de prix. Hein. Puis il y a beaucoup de ces concours-là qui existent moins aujourd'hui ou qui sont... Fait que là, j'essaie à Joliette, en tout cas, d'aider un peu à justement un renouveau de ça. Mais... c'est vraiment grâce à ça que j'ai été capable graduellement donc, de bien faire parce que c'est une chose de jouer pour son professeur, faire un concert de classe, mais c'en est une autre de jouer devant un jury que tu connais pas dans un contexte un peu plus stressant. Et j'ai eu l'occasion de faire ces petits-là et ensuite des plus gros comme le concours de musique du Canada, le concours de l'OSM, prix d'Europe. Et éventuellement, j'ai arrêté un peu pendant que j'étais à Yale pour justement faire un petit reset mais quand je suis revenu, j'avais, je pense, 24 ans. Je suis revenu à Montréal en 2013. Et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Il me reste peut-être 6 ans. J'avais vraiment jamais appliqué un concours international avant. Et c'est dur à croire pour les gens, mais c'est très tard, 24 ans, pour commencer à faire des concours internationaux. Quand j'ai commencé à en faire, l'âge moyen devait être de 18-19 ans.
les gens commencent très, très tôt. Hein, alors, c'est ça. Et j'avais une vision, disons, différente de celle des jeunes, je pense, qui sont des bêtes de concours, hein, qui en font plein à chaque année. Là, j'avais 24 ans. Je suis revenu à Montréal, puis j'ai été approché par Anne Robert, qui est professeure de violon au Conservatoire de musique de Montréal, et qui était encore violoniste du trio Hochelaga. Et elle m'a invité à faire partie de ce trio-là. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup, moi, à mon retour à Montréal, d'avoir tout de suite un emploi comme ça, pouvoir gagner ma vie modestement, mais très bien pour pouvoir payer mon loyer et tout ça. Et justement, pas avoir trop enseigné et profiter de beaucoup d'expériences de concert, de musique de chambre, et d'avoir du temps pour travailler justement du répertoire avec André Laplante et avec Jean Saunier aussi, que je voyais parallèlement à l'occasion là, pour perfectionner, surtout à la période du concours Chopin. Et donc, c'est ça m'a permis vraiment de focusser là-dessus. Et c'est drôle, j'ai appliqué à plusieurs concours internationaux, des plus petits en France, aux États-Unis. J'ai été refusé à tous. Oui, c'est un peu mal fait. Hein. Pour être accepté à des concours, souvent, il faut être... dans les plus petits concours, de toute façon, il faut déjà être lauréat de concours. Ça aide à être accepté. Donc, c'est un peu impossible, des fois, d'entrer dans ce cycle-là. Mais j'ai eu la chance à... Justement, là, je me dis, laisse faire les petits concours. Je vais appliquer aux moyens concours, disons, moyens gros concours comme ceux de Séoul et Montréal. Et j'ai eu la chance d'être accepté à ceux-là. Puis là, une fois que tu es accepté, là, tu peux vraiment montrer qu'est-ce que tu peux faire. Puis bon, ces deux concours-là sont arrivés peut-être à 2 mois vraiment collés. Là. Et je pense que c'était genre mars puis mai, quelque chose comme ça. Puis ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance d'avoir des prix. Puis encore là, c'était des prix assez généreux puis qui ont pu justement là, payer le loyer pour un petit bout de temps. Et ça m'a aussi donné la confiance. Bon, là, prochain concours Chopin en 2015, j'allais avoir 26 ans. Ce qui veut dire que c'est la dernière fois que je peux le faire parce que l'âge, c'est entre 16 ans et 30 ans. Entre 16 et 30 ans qu'on peut faire le concours Chopin. Donc, ça voulait dire que la prochaine édition, j'allais être trop vieux, 31 ans. Fait que là, je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais. J'aime beaucoup Chopin, j'en joue depuis longtemps. Je joue d'autres choses, mais j'ai quand même beaucoup des œuvres clés. J'avais le 2e concerto, j'avais la 3e sonate, Paris Fantaisie. Bon, il restait quand même une quarantaine de minutes de musique à apprendre pour ça, mais ça vaut la peine de se lancer. Et c'est ça que j'ai fait. Puis, ça a porté fruit incroyablement. Là. Mais oui, c'est un peu ça. Mais je reviens toujours à la base. J'ai pas sauté des étapes. Il y en a qui peuvent peut-être faire ça pour avoir une carrière en musique, hein, qui soient connectés par leur famille ou qui ont beaucoup d'argent. Mais pour des gens comme moi, le seul moyen d'avoir une carrière de soliste, c'était par les concours. Et j'ai vraiment parti au bas de l'échelle avec les plus petits. Puis, disons, de régionaux, nationaux, internationaux, jusqu'au plus grand concours international. Puis c'est ça que je recommande justement aux jeunes qui... Je pense que mon histoire est quand même... je pense que les gens peuvent l'apprécier pour ça, parce que j'ai pas sauté, j'ai pas eu des faveurs de personne, tu sais, puis je viens d'un milieu très modeste. Puis je pense que c'est avec ces 3 éléments-là, la chance, évidemment, il en faut, mais beaucoup de travail, puis du talent. Hein, ça s'invente pas non plus. Fait que je pense que si on a les trois astres qui s'alignent au bon moment, on peut aller assez loin. Ouais. Oui, puis il y a une espèce de bête aussi à faire, un peu all-in, quand tu dis que tu avais un peu d'aide financière avec Hochelaga, mais tu pouvais mettre beaucoup de temps pour préparer ces concours-là, mais en même temps, il fallait les gagner pour gagner ta vie. Dans le fond, c'est peut-être pas juste tant mieux si je gagne. C'est comme... Il y avait comme une nécessité quand même... oui et non. J'avais aussi l'attitude, dans 26 ans, avant le concours Chopin, de dire, j'ai déjà une bonne carrière locale. J'ai l'occasion de faire des concerts de musique de chambre, des petits récitals, surtout au Québec, autour un peu au Canada. Puis j'étais heureux là-dedans. J'étais pas comme, il faut absolument que je gagne pour être heureux au concours Chopin. Puis en allant là-bas, j'ai vu beaucoup de jeunes, puis avec leurs parents, puis c'était vraiment, c'était ça, eux autres. C'était vraiment, faut que je gagne, faut que je gagne le premier prix, sinon ma vie va être gaspillée. Là, puis j'avais pas du tout cette attitude-là, ce qui m'a libéré là-bas. Là. Puis moi, c'était vraiment le plaisir de jouer Chopin à Varsovie, hein, là où il a vécu la première moitié de sa vie. C'est indescriptible. Là. Puis à chaque fois que je retourne jouer là-bas, c'est le même feeling. Là. Fait que, je dirais que c'est l'âge. Hein, j'étais un peu plus mature que les autres, puis l'expérience, ça m'a vraiment... je pense que ça m'a aidé beaucoup pour justement jouer à mon meilleur là-bas. Là. Ouais. On va en profiter pour
pour justement écouter un extrait de une étude de Chopin qui est sur un disque live lorsque tu as joué au concours Chopin. L'étude en mi mineur opus 25, numéro 5, qui est la wrong note, la fausse note, je pense. Donc on va écouter ça. Ouais. Toute une œuvre que j'avais déjà travaillée, là, qui est pas facile, surtout quand ça revient à la fin avec les 3 notes là, au lieu de 2. Ouais, je pense que quand tu retournes, ça fait déjà un petit bout déjà, là, c'était 2015, ça? Quand tu repenses à cette pièce-là, ou en général, comment tu vois ça avec le recul aujourd'hui? Est-ce que pour toi, c'était comme des moments inoubliables, tu sais, que tu essaies de retrouver, ou tu es complètement rendu ailleurs quand tu joues? C'est dur à dire. Je suis content d'écouter ça. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Puis ça me fait juste... Je le sais à quel point j'étais nerveux, tu sais. Puis je suis content que ça paraît pas trop non plus, tu sais. J'ai tellement préparé. Hein, je m'étais tellement préparé beaucoup que j'étais justement prêt à toute éventualité, que même si dans ma tête, mon cœur, ça bat vite, puis que justement mes réflexes restaient les bons. Tu sais. Il y a des petits moments, je m'imagine dans ma tête un peu capoté, mais que je suis capable de me ressaisir rapidement, puis ça paraît pas trop. Puis que je suis capable quand même de livrer de la belle musique, puis d'en profiter aussi, parce que c'est une belle acoustique là-bas, un magnifique Yamaha que j'ai joué, il sonne tellement bien, tellement de bonne prise de son aussi. Fait que ouais, non, c'est... j'essaie pas de recapturer ce magie-là, parce que c'est un moment unique dans le temps, puis ça prend tellement d'ingrédients pour retrouver ça, tu sais, quand... C'est la corde raide au concours Chopin avec Martha Argerich qui t'écoute, là, tu sais,
les concerts, il n'y a, pas de concerts qui peuvent vraiment arriver à la cheville d'un moment comme ça dans une vie, là. Mais non, ça fait plaisir. Puis je pense qu'il y a des choses que je préfère dans mon jeu aujourd'hui, tu sais, des choses que je ferais différemment, tu sais, mais aussi, il y a des choses que j'admire que je faisais quand j'avais, disons, 26 ans par rapport à maintenant où j'ai 34, tu sais. Puis ça va être la même chose, les choses que je fais aujourd'hui quand je vais m'écouter à 40, 50 ans, tu sais, c'est toujours en évolution, là. Mais c'est un beau, disons, c'est un beau comme une capture d'écran dans le temps là, de qui j'étais comme pianiste puis comme personne. Ouais. Après les concours, je pense que Chopin, ça a été ton dernier concours. Et puis, donc là, tu as commencé à faire beaucoup de concerts à l'étranger, surtout en Europe, entre autres. Tu as joué au festival La Roque d'Anteron. Je ne sais pas si c'était là que tu avais remplacé Poligny. Oui, non, ça, c'était à Prague. J'ai eu l'occasion, au printemps de Prague, en 2016, remplacer Poligny pour un concert au Rudolfinum. Puis ça a très bien été. J'étais content, justement, de ce concert-là. Puis oui, La Roque d'Anteron à 2 reprises. Puis, toutes sortes de festivals. Et beaucoup au Japon aussi, hein, c'est ça. Oui, c'était ça ma prochaine question, en fait, parce que tu fais des tournées en Asie aussi. Là. Au Japon, tu es allé à quelques reprises. Ça doit être quand même spécial. Est-ce que c'est différent pour toi comme expérience? En général, ma question, c'est plutôt tous ces voyages-là. Est-ce que tu aimes particulièrement ça, justement, voyager, voir du pays, rencontrer les gens là-bas? Qu'est-ce que tu en retires le plus de ces concerts que tu fais dans le monde? Ben, c'est une chance immense que j'ai de faire ça. Là. C'est sûr que des fois, ça peut être un peu rock'n'roll comme horaire. Là. Je me rappelle justement la première fois que j'ai joué à la Roque d'Anteron, j'avais disons 4-5 jours de suite où c'était assez incroyable. Le vendredi, je jouais à la Nodière avec l'OSM et le Ken Nagano pour la première fois. Premier concerto de Brahms. Et le dimanche, je faisais un récital en Pologne. Puis le lundi, j'étais à la Roque d'Anteron avec le deuxième concerto de Chopin. Fait qu'en comme 4 jours, il y avait 3 programmes. 2 concertos, un récital, 3 pays. C'est ça, des affaires de même. À 26-27 ans, j'étais capable de faire ça, mais même que j'étais limite. Là. En fait, le récital en avait souffert. Parce que c'est dur de préparer mentalement et physiquement pour tout ça. T'sais. Mais dont les moments les plus importants ont bien été. Puis, mais c'est ça, c'est des choses comme ça que je ne ferais plus aujourd'hui, absolument. Là. Puis c'est genre en testant ses propres limites qu'on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on aime faire, ce qu'on aime moins faire. Mais aujourd'hui, non, les voyages, bon, évidemment, la pandémie, ça va arrêter un peu, mais là, ça a repris beaucoup, surtout l'année passée, puis l'année prochaine, je recommence beaucoup. Puis non, j'adore ça. Puis en Asie, particulièrement au Japon, hein, j'ai eu l'occasion de faire 7 tournées déjà. Puis j'en ai 2 l'année prochaine, dont une où je vais jouer avec Marc-André Hamelin, 2 pianos. Les 2 Hamelin sur scène. Puis ça, je profite de l'occasion pour dire encore une fois qu'on n'est pas dans la même famille, mais que évidemment, c'est un immense pianiste que je respecte tellement et qui m'inspire tout le temps. Là, fait que, donc oui, le Japon, c'est un peu l'endroit idéal pour faire du piano, vraiment, hein, parce que tout est considéré là-bas. Là. Les pianos sont magnifiques, sont préparés aussi par des superbes techniciens. Les acoustiques sont magnifiques. Le public est silencieux, très respectueux, demande plein de rappels. Puis après le concert, ils font la file pour donner des cadeaux, puis demander des signatures et tout ça. Puis c'est comme un peu... quand je joue là-bas, quand j'ai la chance de jouer là-bas, je suis gâté pour le reste de l'année. Vraiment, là. Fait que, puis là-bas, puis le Japon comme pays, j'adore tellement ça. Ne serait-ce que juste pour la bouffe, ça vaut la peine. Ouais, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ouais, j'aimerais ça pour la bouffe d'ailleurs. Là. Mais tu dis qu'ils donnent des cadeaux, genre, quel genre des cadeaux, ils t'amènent ça au concert, genre? Oui, puis c'était particulièrement après le concours Chopin. Ils font ça avec les lauréats des concours, des fois, pour comme féliciter les gens. Là. Puis oui, j'étais revenu presque avec une autre valise entière là, de gogos. Pas juste des gogos, mais souvent, ça peut être des petits gâteaux qui sont bien enveloppés puis qui sont bons longtemps. Ça peut être des petits toutous. Là-bas, mon surnom, c'était le Teddy Bear, ou l'équivalent de Teddy Bear en japonais. Fait que j'avais plein de petites nounours, tu sais, puis ça peut être... j'avais beaucoup de petits linges là, traditionnels, puis plein des baguettes, toutes sortes de choses qu'on peut donner comme souvenir. Là. Fait que non, j'ai tout gardé ça, évidemment. Puis beaucoup de petites lettres aussi. J'ai une belle histoire, en fait. Première fois que j'ai tourné au Japon, c'était avec les lauréats du concours Chopin. Donc, on était les 6 en tournée avec l'orchestre philharmonique de Varsovie.
chacun jouait, c'est comme un genre de concert gala qu'on promenait au Japon puis en Corée. Puis une manière à ma loge, je jouais une lettre qu'on avait laissée, puis c'était écrit en braille et en anglais. Et c'était une jeune pianiste aveugle japonaise qui m'avait écrit un beau message, qui m'avait écouté pendant le concours Chopin, qui a vraiment été émue, qui voulait vraiment me rencontrer, tout ça. Et là, j'avais pas eu la chance de la rencontrer là, mais je lui ai pu lui écrire, elle m'a donné ses coordonnées, et je suis revenu, c'était à Osaka, au Japon, je suis retourné 6 mois après pour une tournée solo. Et j'ai pu la rencontrer avec sa prof, sa mère. Puis c'était vraiment chouette d'échanger avec elle. Elle parlait déjà bien anglais. Puis je trouve ça fou comme histoire. Comme moi, je suis un gars là, qui a grandi très humblement à Joliette et via la musique de Chopin, connecté comme ça avec une adolescente aveugle du Japon. Je trouve que ça témoigne à quel point la musique, c'est universel. T'sais. Puis j'ai gardé contact avec elle et à chaque fois que je suis tourné, là, maintenant, elle a 21, 22 ans. Et la dernière fois que je suis allé en décembre dernier, c'est une pianiste aussi. Elle a fait d'autres choses maintenant, mais elle fait aussi du piano. Puis elle m'a joué un peu de Brahms, justement. J'ai donné une classe de maître. Puis j'étais fasciné par voir... j'avais jamais vu ça, une partition entière d'un intermezzo de Brahms en braille. Il y a des maisons de publication, je pense que c'est surtout en France qui font ça. Et oui, tout est d'indiquer les nuances, les articulations, les notes, mais pour nous, c'est juste des points sur une feuille. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis, ben voilà, c'est ça. Je trouve que c'est une belle histoire. Puis elle m'a donné justement, je me rappelle la première fois, ça m'a donné un petit linge pour s'essuyer en concert qu'on a chaud. Puis je l'ai gardé dans mes gros concerts stressants, je le garde, celui-là. C'est un petit peu... J'ai pas beaucoup de tradition, disons, ou de rituel. Là. Mais ça, c'en est un. Ça me rappelle un peu pourquoi je fais ça. Puis... c'est ça, parce que ça peut apporter du bien. Je dis clairement que sa vie n'a pas été aussi facile que la mienne là, quand tu es aveugle. Là, puis, en tout cas, ça me rappelle toujours un peu, quand je pense trop à moi, puis comment que les gens pensent de moi, whatever, les gens d'insécurité qu'on peut avoir, là, je me ramène à ça, puis au fond, on veut juste faire du bien aux gens, puis voilà. Puis c'est un langage universel, la musique. Une belle histoire, hein, vraiment. Puis, mais c'est ça, tu parles que tu as donné une masterclass. Tu en as donné plusieurs, des masterclass. Ça, je me rappelle aussi, là, un bout, je t'avais vu, tu avais donné à l'Abitibi des masterclass. Là, j'avais vu passer ça. Tu en as sûrement donné ailleurs depuis. Tu peux peut-être nous en parler. Puis, bon, aussi, tu es rendu professeur à l'Université de Montréal, professeur de la classe de piano. Et est-ce que c'est depuis quelques années, mais est-ce que tu as toujours eu cette fibre pédagogie? Est-ce que ça a toujours été important pour toi ou c'est quelque chose que tu as comme découvert sur le tard, que tu aimais ça enseigner? Ben, je l'ai découvert vraiment, disons, à la suite du concours Chopin surtout. Quand j'ai été invité dans des endroits, ça peut être des fois des villes canadiennes. Par exemple, une des premières fois, je pense que c'était à Edmonton en 2015 ou 2016. Et j'avais un récital, puis on m'avait demandé, ou l'université là-bas m'avait demandé de faire une classe de maître. Puis j'étais un peu, vraiment, tu sais, à 26 ans, enseignant les élèves qui ont des fois mon âge, ou des fois plus, c'est arrivé au tout début. Puis je me suis prêté à l'exercice, puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai toujours aimé ça. Fait que quand est venu le temps, quand l'Université de Montréal m'a approché pour être prof invité, je trouve que c'est une bonne occasion de faire ça, mais en assurant un suivi, disons, plus... c'est vraiment pas le même job, là, évidemment. Mais ce que j'aime pour l'instant, là, comme prof invité, c'est que j'ai vraiment la liberté de choisir ma classe selon, justement, mon horaire. Là, j'ai encore beaucoup de concerts, fait que je peux pas avoir une classe complète de 15 élèves à chaque semaine. Là. Fait que pour l'instant, depuis 2020 que je fais ça. En général, j'ai pas plus que 4 ou 5 élèves. Et c'est des élèves que je partage avec d'autres professeurs. Donc, j'y vois une semaine sur 2. Et c'est en général des élèves plus avancés parce que je pense pas que je recommanderais ça à des élèves, disons, au baccalauréat, d'avoir 2 professeurs. Ça peut des fois un peu brouiller les cartes, là. Mais pour des gens avancés qui font beaucoup de répertoire, ça peut être vraiment le fun d'avoir 2 perspectives différentes. Fait que oui, c'est quelque chose que j'adore faire. Puis l'été aussi, je fais de plus en plus de camps. Là. Depuis quelques années, j'enseigne au domaine Forget. Et là, j'enseigne quelques fois. Là, je retourne l'été prochain à Wengen, en Suisse. Il y a vraiment un beau programme là-bas. Pendant une semaine, j'enseigne à des étudiants là-bas dans les montagnes suisses. Il y a pire dans la vie. Ouais, c'est pas mal le fun. Super. Puis, évidemment, tu as joué avec un bon nombre d'orchestres, des grands chefs là, comme Ken Nagano, Raphaël
Raphaël Paillard qu'on connaît bien ici, des orchestres métropolitains de Tokyo, de Singapour, de Corée, Philharmonie de Varsovie, évidemment, Concours Chopin, et par après, je pense que tu as été réinvité. Comment tu t'approches ces expériences avec orchestre un petit peu différentes? Tu es invité en tant que soliste, bien sûr, mais il y a une grande partie qui est jouée par l'orchestre. Est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est une prestation que tu approches différemment d'un concert solo ou musique de chambre? Est-ce que c'est plus énervant pour toi ou au contraire, tu te sens comme juste bercé par l'orchestre puis ça te donne de la sécurité? Comment tu vis ces expériences-là? En général, pour moi, là, comme pianiste, c'est un petit peu plus énervant, oui. Je suis un pianiste, une personne qui est un petit peu plus de nature introspective que extravertie, voilà. Donc, c'est toujours... j'adore faire ça parce que, bon, c'est de la grande musique. Hein, il y a tellement des beaux concertos que j'ai eu l'occasion de jouer. Et je dirais que c'est un peu comparé... j'aime ça comparer l'art de faire la musique de chambre ou un récital versus... les concertos, comparer ça à les acteurs de cinéma et du théâtre. Parce que, par exemple, un acteur au théâtre, hein, sans micro, doit projeter, doit vraiment jouer plus gros, disons, parce qu'il faut jouer pour la personne qui est... Ben, oui, c'est ça, faut vraiment... C'est un autre style de jeu. C'est pas... Il y en a qui peuvent jouer jouer gros, mais il faut juste jouer un peu plus. Il faut projeter, donc on peut pas chuchoter. On peut chuchoter, mais en projetant. C'est un peu la même chose en concerto. Quand on voit un piano dans un concerto de Rachmaninoff, c'est pas un piano d'un nocturne de Chopin. T'sais. Et même là, un nocturne de Chopin, est-ce que c'est dans une salle, un salon devant 50 personnes ou c'est dans une salle de 2000? C'est pas la même chose. Mais en général, je dirais que c'est ça. Puis les acteurs de cinéma, hein, quand on a un gros close-up, un plan là, qu'on voit vraiment le visage, là, justement, on peut vraiment aller dans le détail. L'acteur peut vraiment avoir juste un petit geste de la bouche ou du visage qui peut dire plein de choses. Puis c'est la même chose dans un récital qu'on a justement, on a le silence, puis on peut vraiment faire des pianissimos très captivants. Puis on n'a pas l'occasion de faire ça souvent quand l'orchestre joue. Hein. Fait que c'est un peu deux styles de jeu différents, puis j'aime faire les deux, mais c'est un autre travail absolument. Comme, cette année, j'ai eu la chance de jouer, c'est un de mes plus gros défis à vie. Là. J'ai fait le 2e concerto de Prokofiev avec l'OSM en mai dernier. Avec John Stargard, l'OSM, puis ça, justement, c'est vraiment, je dirais, c'est le plus fort que j'ai jamais joué de ma vie, là, la cadence, puis c'est une pièce comme ça prend une énergie, puis c'est quasiment, pratiquer ça, l'apprendre, c'est très long, évidemment, c'est très complexe, mais le pratiquer, c'est presque comme aller au gym, tu sais, parce qu'il faut entraîner ses muscles de bras, d'avant-bras, de dos, d'épaule, pour pouvoir projeter cette musique-là dans une salle de 2000 personnes quand l'orchestre joue fortissimo et tout. Donc, tandis qu'un concerto de Mozart, c'est complètement d'autre chose. Ça reste un concerto, mais bref. Fait que c'est ça. Puis la musique de chambre aussi, c'est complètement d'autre chose. Pour le voicing, il faut vraiment jouer d'une autre manière. Tu dois le savoir. Hein, tu fais beaucoup de duos, toi aussi. Hein, quand on joue avec un violoncelle ou un violon, on adapte la façon qu'on joue pour justement... un peu moins de pédales des fois, ou justement faire attention aux fréquences qui sont partagées. Hein. Quand on est dans le même registre de l'autre, quand on joue avec un violoncelle, il faut faire attention de ne pas piler dessus comme ça. Donc, c'est ça que j'aime dans le métier de pianiste que je fais actuellement, c'est que c'est vraiment à part égale, j'ai l'occasion de faire de tout. Et là, l'année prochaine, beaucoup plus, ou cette année, je devrais dire, beaucoup plus en fait, une tournée de récital avec Emma Nikolovska, qui est une mezzo-soprano, qu'on va faire 5 concerts. Avec un beau programme, Schubert, Debussy, plein de belles chansons. Puis ça, c'est un autre art aussi. C'est très loin de la musique de chambre aussi, parce que là, il faut considérer le texte. Hein? C'est pas juste de la musique instrumentale. Et la respiration aussi vocale qui n'est pas la même qu'instrumentale. Donc, oui, c'est un métier qui est très... Je trouve ça le fun aujourd'hui que les pianistes font de tout. Hein. Je pense qu'à l'époque, que c'était plus divisé. Hein. Il y avait vraiment des spécialistes de chaque truc. Mais aujourd'hui, je pense même les grands pianistes... qui jouent beaucoup avec les plus grands orchestres, font aussi de la musique de chambre, puis l'accompagnement vocal et tout. Ouais, même qu'aujourd'hui, il y a des pianistes qui écrivent leur propre cadence. Ouais, parce que tu parlais d'un concerto de Mozart, puis je pense que ça m'amène à ma prochaine écoute que je veux partager de ta performance de cadence d'un concerto de Mozart. Et
Non, c'est ça, tu composes des cadences pour tes concertos de Mozart depuis quelques années. Tu as fait plusieurs enregistrements des concertos de Mozart avec les Violons du Roi, d'ailleurs. Avant de le faire jouer, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce processus-là de création? Oui, ça m'a toujours passionné comme exercice de faire ça. Disons, et de respecter le style et l'esprit de l'œuvre et le langage tonal, mais disons, je me permets certaines libertés, disons, qui peuvent se rapprocher un peu des fois de Beethoven plus que de Mozart. Et surtout dans celle que vous allez entendre, là, c'est le concerto en do mineur. Et je me prête au jeu quand Mozart n'a pas écrit de cadence. Alors, par exemple, mon tout dernier disque avec les violons, on a fait le 20e et le 23e. Et dans le 23e, il y a juste une cadence dans le premier mouvement. Et Chopin l'a écrite. Mon Dieu. Mozart l'a écrit. Et bon, c'est dur de faire mieux que lui, en général. Là. Mais dans le cas du Ré mineur, il n'y en a pas écrit. Il y a 2 espaces dans le premier et troisième mouvement pour faire des cadences. Et la plupart des gens font celles de Beethoven, qui sont géniales. Mais il y a quand même, disons, l'opportunité ici d'ajouter une touche d'originalité à son interprétation en montrant son côté créatif, pas juste au point de vue de l'interprétation, mais de la composition de cadence. Puis j'aimerais ça être génial comme quelqu'un comme Robert Levin, qui est capable d'improviser sur scène des cadences dans le style, mais je ne maîtrise pas l'art de l'improvisation puis le langage classique à ce point-là pour faire ça. Donc, non, c'est ça. C'est écrit d'avance. Mais oui, j'aime bien. Aussi, j'évolue dans mon écriture. Par exemple, Robert Levin a dit lui-même, puis c'est vrai, que Mozart, dans ses cadences, dans toutes les cadences qu'il a écrites pour tous les instruments, il ne module jamais. Il va toujours rester dans la tonalité. Il va des fois suggérer, il va aller un peu loin, mais il va toujours atterrir sur ses pattes. Ce que je ne fais pas dans la cadence que vous allez entendre, qui module quand même dans des endroits plus lointains, comme Beethoven fait dans ses cadences. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus beethovenien. Mais dans mon tout dernier disque, j'ai respecté, disons, la loi de Mozart, qui fait que je suis toujours quand même dans l'univers ré mineur. Je ne m'éloigne pas trop longtemps. Alors, voilà, c'est intéressant. Fait que, ouais, on va écouter. Là. On écoute ça. Ouais, en tout cas, vraiment impressionnant. On dirait que c'est quasiment Mozart qui l'a écrit. Là. C'est fou. T'es bien gentil. Hein? En fait, c'est un peu inhabituel, l'entrée de l'orchestre. Ça marche vraiment bien, mais en général, il y a un arrêt, puis il y a la trille, puis il y a l'orchestre. Mais là, j'ai fait quelque chose qui enchaîne un peu plus. Le momentum n'arrête pas. Fait que disons que Mozart n'aurait pas écrit ça. Mais l'esprit de l'œuvre, quand on écoute l'œuvre au complet, je pense qu'il est bien capturé. J'ai gardé quand même
le but, c'est pas juste de jouer des parties de la pièce, mais c'est de jouer avec les motifs. Puis il y a beaucoup de. J'aime bien les fugatos, puis le contrepoint imitatif. Fait qu'il y a toutes sortes de jeux de contrepoint intéressants, je pense, dedans. Puis j'étais allé encore plus loin, je pense, dans celle que j'ai écrite pour le Ré mineur. Fait que c'est le fun de entendre ça. Est-ce que ça pourrait être une prémisse ou préface ou quelque chose à composer des œuvres complètes au complet, une sonate ou prélude, je sais pas, n'importe quoi? Pas encore. C'est quand même le fun. C'est plus facile les cadences parce que on peut écrire on a des limites tellement claires. Hein? On a des motifs, une tonalité. Tu sais, le plus dur est fait pour nous. Hein? C'est les mélodies puis les fragments, les thèmes de ces grands compositeurs-là, Mozart en particulier. Là. Fait que le travail difficile est fait déjà. Fait que composer dans ce style-là aujourd'hui, c'est puis pas faire un pastiche, là, c'est très difficile. Fait que, mais qui sait, peut-être un jour. Mon homonyme est un très très grand compositeur pour piano. Bon, la plupart de ce qu'il écrit, c'est juste lui qui peut le jouer aussi. C'est pas facile. Mais on parle de Marc-André, évidemment. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, ça va peut-être me venir, mais pour l'instant, non, c'est pas dans les plans. D'accord. Ouais, parce que ça, de toute façon, c'est compositeur aussi. Il y a les problèmes des esthétiques, les styles musique très moderne, mais il y a quand même un retour qu'on voit à la musique tonale. Aujourd'hui, je trouve que c'est moins, tu sais, dans les années 70, là, c'était vraiment la tonale, c'était strict. Là, mais aujourd'hui, des fois, il y a des retours, puis ça passe là, quand même dans les séries de concerts et tout. Donc, je pense qu'il y a de la place pour ça. T'as fait, ça c'est un enregistrement ici que tu avais fait avec le Lévion du Roi, mais tu as fait une dizaine d'enregistrements pour Analicta qui ont remporté des prix Opus, Félix, Junos. Notamment, il y a le grand projet des sonates pour violon et piano de Beethoven, qui a suivi après Schumann avec Andrew One. Qui est la musique de chambre. Mais tantôt, tu en as parlé un petit peu. Je vais demander un peu ton approche de la musique de chambre, mais je pense que tu nous en as déjà parlé de ça. Mais par rapport aux enregistrements, est-ce que c'est un processus que tu trouves particulièrement intéressant et que tu aimes faire, de juste réécouter ce que tu as fait, puis choisir les bouts. Puis aussi, pourquoi tu trouves ça pertinent de ton réenregistrer une œuvre qui était super enregistrée, comme beaucoup. Comment que tu trouves ta motivation, ou plutôt ton intérêt personnel là-dedans? Là? Qu'est-ce que tu vas chercher ou qu'est-ce que tu veux partager de différent, une vision différente, tout en gardant l'instinct, comme tu as parlé. Là. Ouais, non. Le but, quand j'ai la chance de faire un enregistrement, c'est pas d'être original puis de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, là, mais il faut quand même avoir quelque chose à dire de l'œuvre. Puis je pense que si on a un intérêt et quelque chose à dire, ça va être différent de ce qui a été fait. Je veux dire, personne n'est pareil. Là. Mais oui, il faut avoir quelque chose à dire. Je pense pas qu'il faut se lancer juste parce qu'on a l'opportunité. Là. Bon, mon tout premier disque, c'était peut-être surtout une carte de visite quand on commence comme artiste. Hein, c'est bien d'avoir quelque chose. T'sais. Mon premier disque Chopin, mais par la suite, tu vois, déjà mon deuxième disque, j'ai fait un disque au Palais Montcalm live avec une suite d'Enesco. Hein, j'ai profité de l'occasion, où j'avais justement, disons, un petit peu de notoriété avec le concours Chopin, de vraiment déjà dire que je suis pas juste intéressé par Chopin puis par les sentiers battus, mais cette pièce-là d'Enesco que je connaissais depuis quelques années, je voulais vraiment la jouer puis la montrer aux gens. Puis il y avait un réel besoin, en fait, parce qu'il n'y a presque pas d'enregistrement de cette œuvre-là. Il y a Lipati qui a enregistré 2 mouvements sur 4, puis il y a des enregistrements plus modernes, mais souvent la qualité, soit du jeu ou soit de l'enregistrement, est pas très bonne. Fait que dans ce cas-là, il y a un besoin encore plus réel là, que faire, disons, d'être le 500e pianiste à faire les concertos de Chopin. Je comprends. Là. Mais en même temps, c'est ça. Pour Chopin, j'en ai fait beaucoup parce que je pense que j'ai ma façon de jouer Chopin. La façon que j'aime Chopin n'est pas pareille que celle des autres. Et c'est pas qu'elle est meilleure ou elle est moins bonne, mais je pense que c'est une passion que j'ai, puis c'est peut-être un des seuls buts que j'ai dans ma carrière, disons, de traverser l'œuvre de Chopin. Ce que je commence à avoir fait pas mal, mais il me reste encore quand même pas mal de choses à jouer.
Et le plus possible aussi, disons, laisser une trace, puis laisser un enregistrement de ce parcours-là. Puis les projets de musique de chambre avec Andrew, ben, même chose. Oui, il y a des intégrales des sonates de Beethoven qui existent pour piano et violon, mais il y en a pas vraiment qui ont été faites au Canada beaucoup. En tout cas, pas sur nos deux gros nos deux principales maisons de disques, qui est Analecta et Atma Classique. Donc, c'était le fun de se prêter à l'exercice. Puis ça a solidifié vraiment ma relation avec Andrew. Puis là, on joue depuis plusieurs années. Puis oui, on a fait le Schumann, puis là, on se prépare peut-être pour faire Brahms l'an prochain. Ouais, fait que on va continuer à, justement... on aime tellement ça, travailler ensemble. Oui, vas-y. Non, mais très allemand, en fait. Ben oui, puis il y a Schubert aussi ensuite. Parce que Schubert a écrit 3 œuvres majeures, il y a 3 sonatines qui seraient bons à faire aussi. Puis oui, peut-être qu'on se lançait dans d'autres choses après, mais oui, on a un petit un faible pour la musique allemande ces temps-ci. Oui. Et ouais, c'est ça. Pour les enregistrements, est-ce que tu es plutôt du type on se prépare, parce que je sais qu'à chaque fois tu tournes avec le concert, après tu enregistres. Je pense que c'est une chose qui est vraiment pertinente, parce que tu peux expérimenter des choses, tu as le temps de travailler. Mais la question que je voulais poser avant, c'était plutôt quand tu arrives pour enregistrer, est-ce que tu as mieux laissé le réalisateur comme choisir plus, ou tu veux vraiment intervenir dans comme je veux telle prise, ça c'est mieux? Oui, en fait, les 11 disques que j'ai faits avec Analecta sont tous faits avec Carl Talbot, qui est un ingénieur de son, réalisateur fantastique. Puis on a vraiment développé une bonne amitié, puis une façon de travailler qui est très, très efficace. Puis il sait ce que je veux aussi. Puis des fois, quand on est dans 8 heures en enregistrant du piano dans une salle, vers la fin de la journée, on ne sait plus trop ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc de faire confiance à quelqu'un qui connaît ce qu'on aime dans le piano, ce qu'on aime dans la musique, ça aide beaucoup vraiment à se trouver pendant la session. Puis en post-production, je suis très impliqué évidemment dans le montage. Puis ça, c'est un travail que j'adore faire, surtout quand la session a bien été. Quand la session a bien été, là, on sauve les meubles un petit peu plus. Ça, c'est moins le fun. Mais quand la session a bien été, là, on a l'embarras du choix de construire une interprétation idéale qui, malheureusement, je trouve que ça met un standard qui est faux aussi, hein, pour les jeunes puis pour les interprètes en général. Parce que ce qu'on entend sur disque, aujourd'hui, hein, c'est fou à quel point il y a des coupures, des crossfades. Des fois, un mouvement de 10 minutes peut en avoir une centaine de micros, de coupures micro, mais ça paraît pas. Et ça fait une belle version, pas de faute, qui s'enchaîne super bien. Fait que je sais pas, je suis un peu ambivalent. J'aime bien cet art-là, comme Glenn Gould a vraiment assumé ça au bout, là. L'art de construire une interprétation avec le montage. Mais des fois, on peut perdre un peu une énergie... disons, plus instinctive, plus brute, des fois, peut-être un peu plus moins sage avec le live, qui est le fun. Par exemple, les concertos de Chopin que j'ai faits ont été enregistrés avec l'OSM et Nagano, mais les prises étaient principalement de concerts live. Donc, j'ai fait 3 concerts où on jouait les 2 à chaque concert. Donc, on avait accès à toutes ces prises-là de 3 concerts, puis seulement 3 heures de patch, sans public, pour réparer les fautes, des choses comme ça. Et la façon que c'était organisé, c'est qu'on avait les 2 concerts, je pense que c'était le mercredi, jeudi, et ensuite, vendredi, pas de concert, et selon, on faisait les patchs. Et là, avec ça, on avait un disque, finalement. On avait Carl Talbot, lui, était responsable pour voir si on avait tout couvert toutes les sections, mais il restait un concert à la fin, puis là, pour faire d'autres prises, mais sachant que j'avais déjà techniquement un disque en boîte, ça m'a vraiment libéré. Et sur le disque, 70% des prises proviennent de ce dernier concert-là. Tandis qu'on aurait pu fabriquer un disque avec le reste, mais il aurait été moins inspiré, je pense. Puis je pense que c'est le fun, en écoutant ce concert-là, c'est surtout justement du live, là. Il y a quand même évidemment du montage, mais il y a un esprit vraiment live qui je pense, pour des concertos, ça aide quand même, surtout de romantique, là, d'avoir cette énergie-là du public, puis... ça aide, ça paraît dans les micros. En fait, quand on écoutait, mettons, le même passage quand il y avait 2000 personnes dans la salle versus quand il n'y avait personne, c'est fou la différence d'énergie qui se dégage. Des fois, ça a tellement l'air scolaire et plate qu'on fait ça devant personne. Puis quand il y a 2000 personnes, c'est vivant au bout. Puis c'est pas juste moi, mais tous les musiciens de l'orchestre aussi. Fait que c'est quand même intéressant. Ouais. Super intéressant. On est déjà rendu vers la fin de l'émission.
Puis j'aime ça terminer par te demander en fait, quels sont tes projets à venir pour les prochains mois, prochaines années. Bon, tu poursuis les concerts, tu joues beaucoup aux États-Unis là, ces dernières années. Est-ce que tu as un répertoire que tu as le goût de te concentrer puis de tourner avec un répertoire solo? T'as des concerts qui s'en viennent à court terme. Comme enregistrement solo aussi, est-ce que tu as d'autres choses? Bon, tu nous as parlé de ton enregistrement avec Andrew One de Brahms, peut-être, ce qui s'en viendrait. Donc, comment ça se passe? Puis aussi, est-ce que tu penses consolider ton enseignement, poursuivre des masterclass, enseignement à l'UDM? Comment tu vois les prochaines années? Ben, c'est la continuation de ce que je fais depuis plusieurs années, c'est surtout ça. Ce qui m'enthousiasme beaucoup en 2024, c'est je vais avoir mon premier concert à Wigmore Hall, à Londres, en juin. Et le programme que je fais là, c'est un programme que je vais faire beaucoup aussi un peu partout, au Québec aussi, à l'été. Et je ne peux pas donner plus de détails, là, mais c'est un concert que je vais tourner beaucoup, qui est s'il y avait un titre, ça pourrait s'appeler un peu Chopin en miroir, parce que je fais des pièces de Chopin de Granados en première partie, compositeur espagnol, et en fait, c'est les mêmes genres, ou les mêmes titres de pièces, mais de Granados et ensuite de Chopin. C'est évidemment, il y a beaucoup d'influence de Chopin chez Granados, puis ça permet d'entendre genre les valses, puis l'allegro de concert aussi des deux compositeurs, de Chopin et de Granados. L'allegro de concert de Chopin, parce que c'est vraiment pas joué beaucoup, là. Puis c'était comme peut-être un ébauche de troisième concerto. Moi, je l'ai essayé, j'ai joué, mais c'est difficile aussi, puis tu sais, que d'essayer de la... Comment je pourrais dire, la rendre, puis que ça se tienne, tu sais, puis que ça soit convaincant, là. C'est ça, techniquement super difficile. Puis musicalement, mais tu sais, je pense que Chopin avait écrit que c'était une de ses œuvres qui était le plus fière, là, parce que il y avait un côté polonais dedans, puis comme... comment tu dis, mettons, on est fier d'être québécois, là. Mais pas nationaliste, mais patriotique. Mais non, mais... oui, je pense qu'il y a des moments dans ces pièces-là qui sont incroyables à la fin, des moments de poésie, puis de l'écriture de piano tellement belle. Mais oui, il y a, quelque chose de rigide au début parce qu'on fait un outil d'orchestre pendant 3-4 minutes. Puis ça peut un peu surprendre à l'écoute d'écouter une pièce comme ça de Chopin. Et c'était un peu carré. Les mélodies sont pas très mémorables non plus. Mais tout le reste, l'harmonie, l'écriture pianistique, la fin très impressionnante. Là, j'ai joué souvent en concert, puis ça marche très bien à la fin, si on fait bien du bruit. Là. Mais non, mais c'est une pièce que j'aime beaucoup, puis je suis content d'avoir, justement, là, j'ai fait beaucoup les préludes, les deux sonates, les ballades. Là, il va y avoir les scherzo que je vais faire bientôt aussi, mais il y en a pas à l'infini, des grandes œuvres comme ça de Chopin, puis c'en est une qui n'a pas été jouée beaucoup. Puis je suis content de, justement. Et c'est drôle parce que c'est Allegro de concert opus 46. Et Granados a écrit une pièce qui s'appelle Allegro de concert opus 46. Donc, c'est un drôle hasard. C'est en cherchant sur le Chopin que j'ai découvert ça. Et ça m'a fait écouter plus la musique de Granados que je connaissais pas beaucoup. Tu vas être d'accord avec moi, dans les universités, les conservatoires, on enseigne beaucoup la musique française, allemande, Chopin, évidemment. Mais musique espagnole, pas beaucoup, quand même. Fait que, tu sais, De Falla, Albéniz, Granados, on parcourt pas vraiment beaucoup ces pièces-là. Puis j'ai vraiment découvert, j'en ai pas joué beaucoup dans le passé, puis là j'en joue beaucoup plus. Fait que je fais une première partie Granados, Albéniz et deuxième partie avec justement le gros concert de Chopin, puis une suite de valses aussi, une sélection de 8 valses de Chopin. Puis ça, c'est toujours un peu un équilibre que j'essaie de trouver dans mes programmes entre le familier et le moins familier, pour qu'on fasse des découvertes aussi. Par exemple, les gros concert, la plupart des gens ne connaissent pas ça, mais le langage de Chopin est quand même familier, tu sais. Puis les valses, ben là, tout le monde connaît ça. C'est quasiment plus familier chez Chopin. Fait que je pense que c'est important dans un concert de trouver cet équilibre-là. De pas juste aller avec, disons, Fur-Élise, puis Ça à la Lune, puis tu sais, les affaires les plus, disons, connues. Ou inversement, juste des affaires étranges que les gens connaissent pas, mais devant trouver un équilibre. Fait que c'est ça que je vais jouer beaucoup l'année prochaine. Puis dans les autres projets pour l'année prochaine, oui, c'est ça, 2 tournées au Japon. Un retour en Corée aussi. Je vais avoir des concerts en Pologne, en Suisse. Fait que c'est ça, une belle année qui s'en vient. Puis, ouais, très heureux d'avoir la chance de faire ça encore. Ouais, puis essayer de faire ça le plus longtemps possible. Puis, oui, l'enseignement, ça reste
une bonne partie de ma vie aussi. Fait que voilà, non? Puis entre deux concerts, entre deux pratiques, est-ce que tu as dans tes temps libres, est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passions, le sport un peu, ou pas composition, mais d'autres styles de musique? Est-ce que tu écoutes d'autres styles de musique aussi, plus comme pop ou rock, ou qu'est-ce que tu fais en dehors là, de la pratique? Alors, toutes sortes de choses. J'ai commencé cet été à jouer j'ai pris des cours de tennis avec ma blonde. C'est pas facile, faut pas jouer trop, hein, si on peut se faire mal aussi. Là. Mais c'est le fun, le tennis. J'aime bien. J'écoute beaucoup le tennis aussi. C'est un sport que j'aime beaucoup. Sinon, les films. Hein, j'aime bien. Là, c'est quoi j'ai vu récemment? J'ai vu le dernier film de Miyazaki, qui est un grand cinéaste. Les films du studio Ghibli, là, comme Totoro. En tout cas, des films d'animation japonais. Et c'est un cinéaste qui a 83 ans, puis il vient de faire son dernier film. Je ne sais pas si c'est encore en français, L'enfant et le héron, je pense que c'est ça, The Boy and the Heron. C'est très beau. Puis c'est ça. Je pense que le cinéma, c'est aussi une grande passion. Je dis souvent, si j'avais pas été musicien, j'aurais travaillé en cinéma, peut-être comme monteur, quelque chose comme ça. J'aime bien l'editing, tout ça. Fait que, ouais, c'est pas mal. Puis des fois, les jeux vidéo encore un peu. J'ai arrêté de jouer pendant très longtemps. Puis là, quand la pandémie est arrivée, j'avais tellement de temps que je me suis remis à jouer un petit peu. Puis des fois, ça peut être le fun. Quel genre de jeu que tu joues? Je veux pas tourner ça en podcast de jeux vidéo, là. Mais j'ai joué à Baldur's Gate 3, qui était vraiment un très très bon jeu récemment. Fait que, je shout out à Baldur's Gate 3. Ok, ouais, moi avec j'ai recommencé à jouer, j'avais arrêté, mais moi c'est plus comme NHL ou des sports là. Puis puis Resident Evil, ces affaires là. En tout cas, merci encore Charles pour ta générosité. C'était vraiment un cheminement exceptionnel. Puis ce que tu nous as partagé, je suis sûr que ça inspire beaucoup d'autres jeunes musiciens à vouloir comme poursuivre leurs études puis vouloir faire une carrière de musicien. Parce que, je pense que ça se prend des modèles aussi, là, puis quand tu peux voir quelqu'un ou tu vas voir performer quelqu'un, tu vois quelqu'un qui a du succès, ça donne la motivation, ça donne comme de l'énergie d'atteindre un but ou vouloir se dépasser. Là. Donc, je peux juste te souhaiter effectivement que ça se poursuive pour toi, puis que tu toujours de la passion, puis je pense que ça va jamais arrêter. Là. Je pense que quand t'es musicien pour la vie, là. Puis que ce soit juste de plus en plus agréable. Merci beaucoup pour les bons souhaits, puis pareillement à toi, merci de m'avoir invité, puis bonne chance dans tous tes projets, puis ce beau podcast-là aussi. Merci.